Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du Monde d'à peu près. Eh bien aujourd'hui, comme d'habitude, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Nous avons autour de la table Ludovic, comment vas-tu? Ça va bien, ouais. Et Nicolas. Bonjour, ça va bien, merci. Et un invité d'honneur, Thierry Marignac. Bonjour Thierry. Bonjour chers auditeurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Thierry, c'est un écrivain français. Il est journaliste également, traducteur russe mais aussi anglais. Il a habité d'ailleurs à New York. Il a écrit 11 romans, 5 nouvelles et 3 essais. Il a fait de grands voyages, notamment en Russie, qu'il connaît très bien. Il a commis un dernier ouvrage qui s'intitule La guerre avant la guerre, chronique ukrainienne, paru en avril 2023. Moi j'ai une première question pour vous, qui est lu le livre. Alors on se rend compte d'une chose, c'est que premièrement, les choses sont plus subtiles que ce qu'on veut nous le faire croire, que les médias européens globalement ne savent pas de quoi ils parlent, c'est que vraiment l'impression que j'ai quand je lis ce livre, et que finalement il y a aussi, on va dire dans les médias alternatifs, etc., une volonté de mettre sur un piédestal Vladimir Poutine, mais dans votre livre vous remettez vraiment l'église au milieu du village. Donc, pouvez-vous résumer aujourd'hui qu'en est-il et que penser de ce que les médias présentent de ce qui se passe en Ukraine? Y a un mélange dans les médias. C'est d'abord, les gens sont partisans. Donc ils ont un ordre du jour, soit d'un côté, soit de l'autre. Et ensuite, et ça c'est de loin le plus grave, c'est l'incompétence qui règne. Je vois sans arrêt ce qu'il est convenu d'appeler maintenant les experts de plateau télé ou des journalistes. Ils ne parlent pas la langue, ils n'y ont jamais foutu les pieds. S'ils y vont, ils parlent anglais, donc ça veut dire avec un interprète de l'armée ukrainienne. Dans un autobus blindé, où on leur dit tu t'arrêtes là, tu fais la photo, le trou là sur la route, c'est un obus russe. Ils ne peuvent pas parler à qui que ce soit directement. Sinon par l'intermédiaire d'un interprète qui est également fourni par le ministère de la Défense ukrainien. Et ils n'y sont jamais allés, ils ne savaient pas comment c'était avant, et ils n'ont aucun point de comparaison pour comprendre la situation réellement. Ça, je ne l'ai vu pas qu'une seule fois. J'étais moi-même directement en rapport avec une journaliste, je ne nommerai pas la publication, mais enfin, c'est des grosses publications parisiennes. Et elle voulait être en rapport avec un auteur russe que j'avais traduit peu de temps avant. Et ben c'était ça. Elle me dit ah ben non, je parle anglais. Et en plus, elle le parlait très mal parce que les questions en anglais qu'elle m'a envoyées après, c'était du globish mal torché. Donc, ce que je vois, c'est systématiquement ça, si vous voulez. J'ai 2 autres exemples que je donne dans le livre, qui est un éditorialiste d'un grand quotidien parisien, qui, il y a déjà plusieurs années, fait un éditorial sur l'Ukraine. C'était à l'époque du Premier ministre Yatsenyuk, donc ça fait un petit moment. Et il termine l'article en confondant la date de l'indépendance de l'Ukraine, 1991, et la date de la Révolution orange, 2004. Donc ça signifie qu'il a fait boucler ça par sa secrétaire. Janine, faites-moi ça, j'ai un truc à faire sur l'Ukraine, qu'elle n'a pas trop compris, et qu'elle a balancé ça, et qu'il n'a même pas vérifié. J'ai eu un autre exemple avec un journaliste dans un autre grand quotidien parisien qui, une espèce de bobo, a écrit un article sur les drogues en Ukraine. Il tombait mal avec moi, c'est le sujet sur lequel je suis spécialiste. J'ai fait une longue enquête en 2004-2005 à l'époque de la Révolution orange sur la toxicomanie en Ukraine, publiée chez Payot, qui m'avait valu une lettre d'éloge de l'ex-ambassadeur de France en Ukraine qui m'avait dit j'avais tout ça sur mon bureau en termes de rapports et de statistiques. C'est en lisant votre livre que je me suis rendu compte de ce que ça signifiait. Vous voyez, c'est pour vous dire, je le dis en toute modestie, c'est ce qui s'est passé. Après, il m'avait fait même une soirée à l'Institut d'études slaves. Le mec, il dit dans son article,
la réduction des risques, la politique de réduction des risques, c'est-à-dire les échanges de seringues, etc., la prophylaxie du sida et de l'hépatite C, qui sont concomitantes à la toxicomanie, a commencé. L'article était daté de mars 2022. Et a commencé en Ukraine il y a une dizaine d'années. Pas de bol, quand je suis arrivé en 2004, c'était déjà en cours depuis 2 ans. Cet homme était prof à Sciences politiques de Paris et historien de la médecine. Donc comme historien, il ne connaissait pas bien ces dates. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'autre part, il faisait aussi une énorme erreur. C'est qu'il ne parlait que des opiacés, alors que le fléau dominant en Ukraine, à mon époque et jusqu'à maintenant, c'est le vint ou la méthamphétamine. Mais ça ne l'arrangeait pas pour des raisons doctrinales. Donc on a affaire à des gens qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent, qui vont piquer des documents la plupart du temps en passant par l'anglais, jamais à la source directe, et qui sont complètement incompétents, qui n'ont jamais foutu les pieds à Kiev. Et ils sont absolument incapables d'avoir un accès direct aux choses. Ça, je dirais que c'est peut-être encore plus grave que la partialité. Et le plus aveuglant, alors, disons qu'il arrive dans la presse britannique, allemande ou américaine, qu'il y ait des bribes de vérité noyées sous une tonne d'idéologie, mais il y en a de temps en temps. En France, jamais. Quand je faisais de l'intelligence économique sur l'Ukraine, j'ai fait ça pendant 2 ans, il y a 7 ou 8 ans, je ne me servais absolument jamais de sources françaises. Jamais. Je me servais de sources britanniques, sources allemandes, sources américaines, sources russes et sources ukrainiennes. Donc le plus grave, à mes yeux, c'est l'ignorance et l'incompétence des gens qui sont présentés comme des spécialistes. Et comment vous expliquez que justement en France, ça soit particulièrement le cas par rapport aux autres pays autour que vous venez de citer ? Je crois qu'il y a une sorte de complexe du repenti avec la France. La France a longtemps été un peu le mauvais élève de la culture anglo-saxonne et que maintenant on a pris un virage à 180 degrés et que là tout d'un coup l'extrémisme devient énorme parce que c'est le zèle des convertis, quoi. C'est comme ça que je le vois. D'autre part, moi ça, je ne suis pas le premier à le dire, c'est pas vraiment un scoop. Comme vous le savez, il n'y a absolument plus d'argent dans les journaux pour que les gens fassent de l'investigation, pour qu'il y ait un expert qui soit russophone, un expert qui soit arabophone, etc. Ça n'existe plus, ça, c'est le monde d'avant. Et justement, que penser de RT, qui a vu sa chaîne fermée en France, mais bon, pour lesquelles on peut toujours constater des nouvelles et autres sur Internet. La version qui donne du conflit, vous justement qui parlez le russe, qui avez des contacts sur place et en Ukraine et en russe, que pensez d'un média comme RT ? Un média comme RT, a priori, moi je pense que c'est un bon média parce que justement, vu qu'ils partent avec un handicap, la Russie ayant perdu la guerre de l'information, par exemple au moment de l'Ossétie, au moment de la guerre de Géorgie de 2008, où la version des Occidentaux a changé en une nuit, CNN a changé complètement sa version en une nuit, et on est passé des roquettes tombant sur Tsing Valley et sur les troupes russes à l'invasion russe. C'est quand même un mensonge qui a été spectaculaire à ce moment-là. Le journaliste Yasha Levin en avait parlé, et j'avais traduit, le journaliste américain Yasha Levin en avait parlé, et j'avais traduit son article. La Russie avait gagné militairement, mais elle a perdu la guerre de l'information. La Géorgie était arrivée à interdire Russia Today, donc le média international, sur son territoire, par exemple. Pareil, en une nuit. Donc, le RT France, quand il était encore en France, quand il n'avait pas été encore expulsé, était, je dirais, justement partant avec ce complexe. Oui, on est de la propagande russe, oui, on est les méchants, etc., etc. Ils en faisaient beaucoup plus que toutes les autres télés françaises pour avoir un équilibre d'objectivité.
C'est ce que je peux vous dire sur RT France. Et je trouve même que des fois, ils en faisaient trop. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais en fait, ils étaient beaucoup plus équilibrés. Parce qu'ils étaient obligés, pour des raisons de crédibilité. Et de ce que j'entends de Moscou, c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'ils demandent toujours, je n'ai plus malheureusement les exemples concrets, mais ils demandent toujours un point de vue opposé. Ils ne laissent pas, même leur propre propagande, être la seule sur les antennes. À part ça, bien sûr, ils sont orientés. Qu'est-ce que c'est en faire trop dans le sens de l'objectivité ? Est-ce qu'on peut vraiment en faire trop dans ce sens-là ? Je dirais, ce que je veux dire, c'est qu'à certains moments, ça devenait déséquilibré, tellement ils donnaient la parole à leurs adversaires, quoi. Et ça s'expliquait par leur complexe on est les méchants russes des informateurs, donc faut qu'on montre le contraire. Donc ils allaient parfois presque trop loin. C'est ça que je veux dire. C'était une balle dans le pied. Ouais. Vous avez dit, je vous ai entendu dire dans l'entretien avec Berkoff, que c'est une question très générale en fait, que récemment justement on a perdu, on fait croire qu'il n'y a plus de discours discours objectif possible. Où est-ce que vous avez entendu explicitement ce type de raisonnement-là Je me souviens plus exactement. Je l'ai lu dans la presse à plusieurs reprises. Je l'ai lu dans des justifications de médias du genre TF1, etc. C'est un truc qui est revenu assez souvent à une certaine époque, il y a quelques années, et que comme quoi l'objectivité n'existait pas parce qu'on était forcément formaté par une information et tout. Dans mon sens, c'est du pipeau. C'est parce que c'est des gens qui travaillent pas. Quand on travaille sur les faits. Et ça m'est arrivé en Ukraine, justement. Ça m'est arrivé en Russie. Quand une information ne me plaisait pas, je la publiais quand même, quoi. Je considérais pas que c'était un cadeau à l'ennemi ou je sais pas quoi. J'avais pas d'ennemi, d'ailleurs. Parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. On va chercher l'histoire. On peut l'analyser et on peut expliquer j'ai telle opinion sur cette histoire. Mais on n'est pas, si vous voulez, les gens en particulier, mais c'est un peu partout, y compris outre-Atlantique et tout ça, les gens qui travaillent comme journalistes, c'est des exprimeurs d'opinion et des recopieurs de dépêches. C'est pas comme ça qu'on travaillait à mon époque. Je vais avoir l'air vieux con. Là. Non, c'est très juste. J'aimerais qu'on revienne quand même à l'ouvrage de Thierry, La guerre avant la guerre, chronique ukrainienne. Vous l'avez lu tous les deux. Nicolas, qu'est-ce que tu en as pensé ? Et tant qu'on a Thierry autour de la table, est-ce que tu as des remarques à lui faire, des questions à lui poser sur ce que tu as pu lire ? Ouais, j'ai plein de remarques à faire, effectivement. Non, écoute, moi j'ai trouvé ce livre très, très intéressant à lire parce que même si c'est du vécu, ça peut se lire comme un roman. Et c'est assez sympathique parce que on est quelque part dans l'espionnage, l'aventure, le thriller et tout. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de vantardise, en fait. Il pourrait se vanter de certaines choses, qu'il a participé, il a vu des choses quand même assez originales ou assez inédites, mais il n'y a pas d'esbrouf, et ça, c'est assez sympa aussi. C'est plutôt agréable à lire, il n'y a pas de mise en avant, ou d'exagération, ou d'héroïsme, ou je ne sais quoi. Et ça, c'est plutôt sympa. Et puis, j'aime bien aussi les descriptions des personnages ou des lieux. Et je trouve assez... Des fois, en une ou deux lignes, je trouve qu'il y a des résumés assez sympas. Par exemple, il y a le personnage de Volodia. J'ai noté, la description, c'est un grand type chauve, avec une expression féroce, entre Nosferatu et Fantomas. Et je trouve que ça suffit en soi. Et on imagine tout à fait le personnage très vite, quoi. Et je trouve ça très réussi aussi. Et puis, j'aime bien justement cette galerie de personnages, qui sont pas toujours très recommandables. Mais c'est vraiment, c'est très sympathique. Et ce que j'aime bien, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il n'y a pas de... C'est ce qu'on a dit et ce que tu as dit, Lamine. Il n'y a pas de parti pris. On n'est pas... On est ni... quand on lit Thierry Marignac, il n'est ni poutinolâtre, ni Zelensky. Quoi, voilà. Il y a vraiment... il y a de la nuance et ça, c'est
c'est plutôt agréable. D'ailleurs, j'avais une question, c'est un petit détail comme ça, mais j'avais une question concernant Vladimir Poutine. Pourquoi, tout au long de l'ouvrage, s'évertuer à donner son nom complet? Et parce qu'on entend toujours Poutine, et là, c'est Vladimirovitch Poutine. Chaque fois, vous le signalez vraiment chaque fois en entier. Parce que c'est assez simple en réalité, c'est que vous voyez dans le cirque des médias actuels, enfin ce que Debord appelait le spectacle, on donne des espèces de particularités individuelles à des dirigeants qui sont essentiellement la somme des projections des autres. Et donc on angélise un Obama et on diabolise un Vladimir Poutine. Et donc il suffit de dire Poutine, c'est la minute de la haine. Donc avec ce Vladimirovitch, j'introduisais un léger décalage. On dit souvent on parle toujours du passé tchéquiste de Vladimir Vladimirovitch. Donc, on dit jamais que Obama et avant lui sa famille. Obama a travaillé dans une firme légale liée à la CIA entre 20 et 30 ans à Hawaï. Et avant, sa famille, dans la partie indonésienne, était liée à la fondation Ford, qui elle aussi est liée à la CIA. Et ça, on le dit jamais. Donc, il y a un déséquilibre. On le dit jamais parce que, pour une raison peut-être objective, parce que quand on parle de Poutine, on parle d'oligarques, alors que quand on parle du camp occidental, ce sont des milliardaires ou des philanthropes. Oui, justement. On est peut-être un peu trop bête pour le comprendre. Il y a toutes ces questions de vocabulaire. Et ces questions de vocabulaire, je vais essayer d'en mettre quelques-unes en exergue. En tant que traducteur, j'y fais très attention. Le salaud, il est nationaliste. Le bon, il est patriote. C'est champ sémantique. Et dans le langage des médias, tout est comme ça. Mmh. Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron est le président français. Et Vladimir Poutine est l'homme fort du Kremlin. Oui, ou le maître du Kremlin. Oui. Non, il y avait l'homme fort de Damas, c'était Bachar. Oui. C'est toujours des termes comme ça, alors qu'il y a le président américain, le président français. Mais là, c'est des hommes forts ou des maîtres de... Alors que l'homme fort en France, de l'État, on n'est pas sûr qui c'est. Oui. Okay. Et toi, Ludovic, tu as aussi lu le livre? Oui, avec beaucoup d'intérêt. Contrairement à Nicolas, je dirais plus que comme un roman, ça se lit comme un recueil de nouvelles. Je suis un peu resté sur ma faim parce que à cause de l'impression de le côté patchwork de l'ensemble. Il y a plusieurs, il y a des portraits à la fin. Il y a des c'est une mosaïque en fait. Et je m'attendais en fait à un récit plutôt chronologique à la première personne, une immersion dans l'Ukraine à partir de votre expérience. J'ai fait ça pour le premier livre qui s'appelait Vint, le roman noir des drogues en Ukraine. Qui avait quand même une construction particulière puisque je parlais à la fois des drogues en Ukraine et en même temps de la révolution orange puisqu'elle se déroulait sous mon nez. Donc je n'allais pas faire l'impasse. Journaliste sur place en train de faire une enquête et puis il y a l'histoire en marche. Donc quand même il y avait déjà une construction un petit peu compliquée puisque c'était... avec de la titraille, une tête de chapitre sur la Révolution, une tête de chapitre sur les drogues, et puis des fois, évidemment, ça se recoupait. Là, je voulais pas faire la même chose, je voulais pas refaire le même bouquin. Et la situation est très différente. J'ai travaillé de façon différente sur l'Ukraine, et comme j'ai travaillé à un certain moment pour l'intelligence économique, pour des banquiers suisses que je n'ai jamais vus, mais pour qui je travaillais, je disposais d'énormément d'archives. Donc le livre, avec mes éditeurs, on l'a fait assez vite. Et donc effectivement, il s'agit d'un montage, une sorte de patchwork, comme vous dites, mais il s'agit d'un montage, il s'agit d'un court-métrage avec des séquences qui font bien comprendre et bien sentir la réalité du pays et qui mettent en lumière essentiellement, et ça c'est un truc, une de mes obsessions et un truc qui m'agace
quand on parle de l'Ukraine. On commence à en parler un peu, mais pendant des années, il n'a jamais été question du facteur majeur de l'Ukraine, c'est-à-dire la pègre. Bah justement, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que quand on va vous lire, si on schématise, on a l'impression que c'est avant tout une guerre des gangs qui se passe là-bas. Vraiment, c'est la première chose. D'ailleurs, vous appelez ça aussi une période de grand banditisme, vous l'écrivez. Et vous écrivez que les approches ethnico-idéologiques vendues au public n'en tiennent jamais compte, et c'est pourtant un facteur essentiel. Oui, c'est un facteur absolument essentiel. Quand on vit en Ukraine, on est témoin de toutes ces féodalités qu'on voit. Moi, évidemment, sur le territoire des drogues, je les ai beaucoup vues. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des laboratoires où on les fabriquait. Vous voyez, je suis allé jusque-là. Et à chaque fois, la police passait chercher son enveloppe. C'est ça, l'Ukraine. Et c'est à tous les niveaux comme ça. Et il y avait, par exemple, quelque chose d'extrêmement choquant, c'est que les voitures de patrouille de la police roulaient dans les allées de l'hôpital pour attraper les camés qui sortaient de la consultation du sida, quand même, et les racketter. Et mon ami Vladimir Moussaïev, donc, le Nosferatu Fantomas, il les insultait, lui, il n'avait pas peur d'eux. Il les traitait de rats et tout ça. Mais il m'a dit, tu sais, je leur en veux même pas, parce qu'ils reproduisent ce que font leurs chefs jusqu'au ministre. Et ça, je l'ai vu en 2004, je l'ai vu en 2009, je l'ai vu en 2016. Et donc, quand j'ai entendu des discours à la télé en disant mais non, mais on fait des efforts contre la corruption, contre le banditisme, etc., c'est ridicule. C'est systémique et ça devrait nous interroger, je crois, sur nos propres dirigeants qui traitent avec ces gens-là. Parce qu'eux, ils savent très bien qui c'est. Il y a aussi autre chose dans le livre. Et c'est marrant quand on parle de Volodya, c'est un ami personnel à vous, si je comprends. Oui, oui, oui. Et on voit vraiment aussi son évolution en fait, dans le bouquin, où il y a une forme de radicalisation. Et il y a même un moment, je ne me rappelle plus exactement la phrase que vous utilisez, mais vous doutez de sa parole. Vous ne pouvez plus lui faire confiance parce que vous avez l'impression qu'il est embriqué justement dans ce qui se passe et qu'il a pris parti. Oui, à un certain moment, c'était sur cette histoire américaine. C'était sur l'histoire du gang russo-ukrainien à Brooklyn, dont les membres étaient revenus à Kiev et étaient devenus membres du Parlement, quand même. Quand j'ai vu Volodya à ce moment-là, il avait été très, lui, ému par Euromaïdan. Il était devenu très, très anti-russe, effectivement, alors que c'est un russe ethnique au départ. Quand j'ai commencé à lui parler de ça, il a écarté le sujet d'une façon qui me paraissait trop rapide. Tout d'un coup, je doutais de sa parole. Mais je ne voulais pas. Hein. Je comprends qu'on est pris dans une passion à un certain moment quand tout est chauffé au blanc, etc. Voilà. Mais donc, moi, j'avais eu d'assez bonnes sources sur cette histoire de gang russo-ukrainien et qui s'était massacré d'ailleurs par la suite. Enfin, vous savez, c'est le truc de la mafia. Hein. On se tue contre nous. Et donc, ça, j'avais eu ces sources grâce à deux journalistes qui n'étaient pas du tout suspects d'être poutinolates, puisqu'il s'agit de deux personnes qui avaient travaillé à Radio Liberté, qui est une antenne des États-Unis, et qui travaillait au journal russophone de New York, qui n'existe plus, je crois, qui s'appelait La Nouvelle Parole Russe. Et dont un journaliste d'investigation criminelle qui avait retrouvé des anciens membres du gang, etc. Et on voyait très bien qu'il y avait toute une partie du gouvernement ukrainien de l'époque, ils ne sont plus là, mais de l'époque, qui était directement issu de toute cette pègre. J'ai une question en deux volets, justement, c'est bien de retomber sur cette notion de pègre. Alors, j'ai entendu le témoignage
d'un Biélorusse qui a quitté la Biélorussie et pour témoigner à au Parlement européen et qui a mis quand même quelques semaines ou quelques mois à se rendre compte que finalement le Parlement européen était peut-être au moins aussi corrompu que c'était le cas dans son pays. C'est comme ça qu'il le disait. Ce que je veux dire, c'est que alors, la question en deux volets, c'est est-ce que tous les pays très corrompus ne se ressemblent pas? Est-ce qu'on peut faire une espèce d'assimilation avec l'Italie sous la mafia, par exemple? Et puis finalement, est-ce que l'Union européenne, avec la lobbycratie, est-ce que n'est pas le versant civilisé en fait de cette corruption, de cette pègre présentable, disons? Je crois que l'affaire de la Grecque, là, avec son million d'euros en liquide. Et Eva Kelly. C'est ça. Voilà. Qu'on a remis en liberté, c'est bien la preuve que ici la corruption est légale, quoi. Je sais pas, pour moi. Après, quelqu'un avait posé un sac et de l'argent chez elle et ça va d'où il venait, ça peut c'est arriver. C'est à moi, cherchez pas. Vous pouvez c'est me ramener Ouais. la valise de pognon. Parce qu'elle-même cherchait à qui c'était, elle comprenait pas ce sujet-là. Oui, enfin voilà. Et si vous voulez, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Je dis quand on sait avec qui traitent les Européens en Ukraine, on se pose des questions sur eux. La différence, c'est que en Ukraine, depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu que des criminels endurcis au pouvoir. C'est ça la différence. Que les Van der Leyen, Kylie et autres, Kylie à mon avis d'ailleurs c'est une petite joueuse, ils soient pourris jusqu'au trognon, ça j'en ai aucun doute, mais ils viennent pas directement des sphères criminelles. Alors que avec, si vous voulez, tout ce qui s'est passé en Ukraine, c'est largement vrai en Russie aussi, c'est largement vrai dans toutes les républiques des ex-soviets. Mais à travers tout ce qui s'est passé, toute la période qu'on dit de privatisation, c'est-à-dire de prise par la force des moyens de production et des moyens de distribution, il s'est constitué une pègre. Et en même temps, cette pègre, elle était faite avec les anciens dirigeants communistes, avec les athlètes, beaucoup les athlètes, parce que c'était des privilégiés du système soviétique, et puis les élites. Et ces élites, elles sont directement liées au crime organisé. Et ça, c'est la différence avec ce que je pense être la question en Europe. Vous voyez, j'ai un exemple dont je parle dans le livre, qui est un exemple d'ailleurs qui est dans l'addenda du livre. C'est le ministre Avatov, l'ex-ministre Avatov, ex-ministre de l'Intérieur. Quand il était ministre de l'Intérieur, il avait acheté 11 hélicoptères à Airbus France. Ce type-là a été depuis longtemps connu dans l'est de l'Ukraine pour être lié avec le milieu. On le soupçonnait d'avoir commandité quelques assassinats. Et ces 11 hélicoptères, il les a achetés à Airbus France. Donc, quand même, des gens qui ont accès à l'industrie militaire, etc. Il était ministre de l'Intérieur. Des gens qui ont accès aux services de renseignement. Ils savent à qui ils parlent. Les deux soupçons qu'il y a eu ensuite, et je ne sais pas où ça en est, parce que la plupart du temps, en Ukraine, on se contente de les limoger et puis ils ne vont jamais en prison. Les deux soupçons qu'il y a eu ensuite, c'est que son successeur, et donc son successeur au ministère de l'Intérieur, est donc tombé avec son hélicoptère et 15 personnes. C'était au mois de janvier. Ça a fait du bruit à l'époque. Au mois de janvier cette année, je veux dire, 2023. Et ensuite, quand il y a eu la purge au début février, la dernière purge où on disait ça y est, tous les médias ont dit ça y est, c'est fini, maintenant c'est propre. On a retrouvé les contrats des hélicoptères, non pas au ministère de l'Intérieur, mais chez Avatov. Si vous donnez une mesure de cette corruption, et je dirais que vraiment la différence, c'est que on a affaire non pas à des gens qui sont corrompus par le pouvoir, on a affaire à des gens qui sont directement issus du milieu.
Oui, donc ce que vous dites, contrairement à la France, où vous allez avoir des gens qui vont être des opportunistes et qui vont faire des grandes écoles comme l'ENA par exemple, et qui vont être mis à des postes de hauts fonctionnaires ou autres, et derrière forcément ils pourraient être correctibles. Là, c'est directement la mafia qui prend le pouvoir. Oui, si vous voulez, quand on a des les premiers dirigeants de l'Ukraine, à savoir Kravchenko, je crois, et Kuchma, c'était des potentats communistes qui prenaient la succession, comme il y en a eu un peu partout. Hein. Mais eux, ils avaient les bonnes vieilles habitudes, hein, parce que dans l'Union soviétique, la corruption, c'était quand même largement répandu. Donc rien n'a changé. Et puis les clans de l'Est de l'Ukraine étaient, pour des raisons géographiques, parce que c'est là qu'il y a les matières premières, et c'est là qu'il y a beaucoup aussi d'industrie métallurgique, des tas de choses, quoi. Les clans de l'Est qui racketaient tout ça, enfin qui possédaient tout ça, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que en Ukraine, c'est comme c'était le cas, ça l'est un peu moins maintenant, mais c'était le cas en Russie dans les années 90, c'est la pègre qui possède directement les moyens de production. Donc les clans de l'Est, c'était les plus puissants, les mieux armés, les mieux organisés, les plus riches. Pendant longtemps, ils ont maintenu une poigne de fer sur le pouvoir, jusqu'à Yanukovych. Et Kuchma, qui avait commencé à protester, etc., la légende, les rumeurs très insistantes, c'est repris jusqu'au New York Times, disent que les clans de l'Est, c'est lui le président de la République à l'époque, hein, les clans de l'Est sont allés le voir et ils disaient, tu sais, ta voiture, elle peut sauter sur une route. Hein. Et donc tu payes. Il n'y a jamais eu autre chose que ces clans-là à la tête de l'Ukraine. Quand Yanukovych, en 2004, a eu affaire à Yushchenko à l'époque, derrière Yushchenko, il y a Klitschko, à ce moment-là, et Timoshenko. Timoshenko, qui est une escroc, je ne sais pas comment on dit en féministe. Escroc. Une escroque. Ça n'existe pas. Escroc. Une escroqueuse. C'est sexiste d'insinuer que ça existe au féminin. Fabuleuse, et qui avait détourné des milliards de dollars sur le loyer du gaz. Et Klitschko, qui a commencé sa carrière en étant garde du corps du plus gros parrain de Kiev. Quand même. Ça, je l'ai jamais entendu sur les médias français. Hein. Jamais. Ensuite, Timoshenko. Donc là, il y a une guerre entre les clans de l'Ouest, parce qu'ils existent aussi, et les clans de l'Ouest, ils sont derrière, évidemment, les idéologies radicales nationalistes. Les clans du Centre, qui sont ceux de Kiev et d'autour, qui cherchent à reprendre l'État ukrainien aux clans de l'Est, qui sont soutenus par Moscou. Et évidemment que les clans de l'Ouest et les clans du Centre, qui sont en bisbille avec les clans de l'Est, vont être soutenus par Washington, Londres, etc. Et donc, on va jusqu'à Euromaïdan, quand même lourdement subventionné par les Américains, mais où il y avait un véritable mécontentement populaire. Et là, Yanukovych est renversé. Donc la vapeur, elle se renverse complètement. Et là, on a une guerre pour la région la plus riche. Et où, par exemple, j'en parle dans mon bouquin aussi, Chevron avait fait une étude, un sondage sur les sous-sols du Donbass, en trouvant énormément de schiste, intéressant pour le gaz de schiste. Et c'était en 2013-2014, déjà sous Poroshenko. Hein. Et ils sont partis. Ils ont dit, il faut payer trop de monde, ça ne rapportera rien. Donc à chaque fois que vous vous tournez vers ces réalités, y compris au pouvoir, en Ukraine, vous savez que vous êtes là-dedans. Et les gens le savent très bien. Les Ukrainiens, ils le savent très bien. Et d'ailleurs, dans le livre, je donne des sources ukrainiennes qui sont dans l'opposition, qui se plaignent de ça, y compris avec le pouvoir actuel. Le pouvoir actuel
Avatov, dont je parlais tout à l'heure dans l'affaire des hélicoptères, c'est Zelensky qui l'a nommé. Hein. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que jusqu'à l'opération spéciale de février 2022, la plupart des médias, même ici, nous expliquaient que l'Ukraine était le pays le plus corrompu du monde. Et que, par exemple, Zelensky était dans les Panama Papers. Toutes ces choses-là, c'était vraiment d'actualité, c'était notoriété publique. Et en 2-3 jours, Zelensky est devenu Churchill, et le monde a changé. Quoi. Non seulement ça, mais... C'est assez impressionnant aussi, ce changement de discours, mais vraiment en très peu de temps. Faut pas oublier ce qu'on nous racontait encore il y a 1 an et demi. C'est assez intéressant aussi. Il faut leur lever sur la corruption. Non seulement ça, mais en 2014, au moment de la révolution du Maïdan, on apprenait en s'alimentant à des sources un petit peu alternatives quand même, comme par exemple le site Les Crises, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est comme ça que je l'ai appris, parce que les médias ne le disent pas, qu'il y avait quand même une faction néo-nazie qui s'est installée au Parlement par la suite. Et l'Union européenne, qui promouvait l'entrée de l'Ukraine et qui continue à la promouvoir dans l'Union européenne, faisait complètement l'impasse sur cet aspect-là. Donc c'est nous qui décidons qu'il y a néo-nazi qui ne l'est pas en fait finalement, qui est d'extrême droite qui ne l'est pas. Mais c'est un peu, il y a des bons néo-nazis puis des mauvais néo-nazis. Ah ben oui, c'est comme les chasseurs. Ça dépend d'où ils sont. Je manque de subtilité. Non, mais ce qui est aussi intéressant dans le livre, et ce que vous expliquez brillamment, je trouve, c'est que finalement, c'est subtil ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient, ce sont les services secrets qui manigancent des coups d'État, des attentats sous faux drapeaux, etc. Et le peuple n'a rien à jouer là-dedans. En fait, non, il y a vraiment un ras-le-bol du peuple qui se radicalise et qu'en fait, ils sont opportunistes. Donc, ça marche parce qu'il y a ce ras-le-bol du peuple. Et je suis assez d'accord avec vous. Moi, je connais moins bien la crise en Ukraine, mais c'est exactement ce qui s'est passé pendant les printemps arabes. En Tunisie, il faisait pas bon vivre. En Égypte non plus. Et donc la CIA effectivement a joué ses billes, mais c'est justement parce qu'il y avait de l'huile partout, et elle a juste allumé le feu, quoi. Et ça, vous l'expliquez très bien dans le livre, c'est subtil. Il y a vraiment des gens qui se radicalisent sur place parce qu'ils en ont ras-le-bol. Donc, ce que vous dites, c'est que les révolutions de couleur sont toujours contrôlées, mais dans le sens où vous l'écrivez 2 fois, et c'est assez amusant, c'est que vous dites dans les premières pages du manuel des services secrets, on dit s'il n'y a pas de mécontentement populaire, il est inutile d'intervenir. Bien sûr, je sais pas, il y a eu un certain nombre d'incidents pendant la guerre froide, d'un côté et de l'autre d'ailleurs, où les services secrets ont essayé de fomenter une révolte entièrement par eux-mêmes, quoi, en ramassant 3 Pékins sur place, mais ça marche pas s'il n'y a pas une réelle volonté du peuple. De ce qui s'est passé sur l'Euromaïdan, c'est que justement, quand Yanukovych est revenu au pouvoir en 2010, par la trahison de Timoshenko, c'est intéressant quand même, parce que Timoshenko, c'était la princesse orange qu'on voyait sur tous les écrans de télé, qui était l'héroïne de l'Ukraine, etc., soutien de Yushchenko. Bon, il a nommé des gens qui ne lui plaisaient pas sur le loyer du gaz. Elle est repassée du côté de Yanukovych. C'est quand même comme ça que Yanukovych est revenu au pouvoir, aux élections suivantes. Et en 2014, une fois que Yanukovych était au pouvoir, il s'est dit « je suis immortel », puisqu'il avait été viré en 2004, 2005, et qui revient quand même en 2010. Donc là, si vous voulez, les Ukrainiens, ils ont l'habitude d'être inquiétés, mais il a dépassé les bornes, quoi. Hein, mon copain, justement, Volodymyr Moseyev, il me disait... pauvre mec qui a eu une épicerie dans les Carpates, il voit arriver 2 fonctionnaires qui lui disent « vous nous devez $20 000 ». Le mec, il fait pas ça dans l'année. Donc là, effectivement, il y avait un ferment extrêmement propice à un soulèvement. Mais c'était le cas déjà à la Révolution orange. Et puis, on l'a oublié, mais c'était aussi le cas au début des années 2000. Et là, le président était Kouchma. Et lui, à l'époque, il réglait les comptes à la mitrailleuse. Hein. C'est comme en Algérie en 95 ou par là, ça rigolait pas. Donc effectivement, il y avait un rejet du peuple, mais on peut dire, mon ami Mark Ames, il avait écrit un article où il disait mais les pauvres Ukrainiens, ils se révoltent contre un oligarque, il y en a un autre qui vient, et ils sont obligés de se révolter 5 ans plus tard, et c'est effectivement leur malédiction. Quand Poroshenko a remplacé Yanukovych, il a gagné $17 millions dans l'année.
comme président. Quand même intéressant. J'en parle dans le livre, vous vous en souvenez peut-être, notamment parce qu'on se promenait avec Volodia et puis il me dit, tu vois là, les confiseries Rosen qui appartenaient à Poroshenko, ben, elles ont surgi dans l'année, sans permis de construire, près de toutes les grosses stations de métro de Kiev. Donc c'est peut-être pas que comme ça qu'il avait gagné ses 17 millions, mais enfin, ça a dû jouer. Et c'est donc de Karim Ancilla. Et que penser justement, là on est en Ukraine, mais quand on regarde ce qui se passe du côté russe, moi je voyais un peu Poutine, et d'ailleurs il y a cette image célèbre, cette vidéo célèbre, où il vient justement stopper cette corruption, et je ne me rappelle plus de quel oligarque il va les voir, et il leur demande de signer un papier pour récupérer une usine, je ne sais plus, de métallurgie ou autre, et il demande de récupérer le BIC, c'est une vidéo qui a fait le tour du net. Alors on a l'impression qu'il passe après Helsinki, où c'était la corruption totale, où il arrive quand même à être un peu un espèce de sauveur pour les Russies, où il stoppe cette corruption. J'ai l'impression que dans votre bouquin, vous dites c'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bah, c'est pas tout à fait ça. D'abord, ce qui s'est passé, c'est que ce qui se passe, je répète ça assez régulièrement parce que c'est une considération historique qui a son importance. L'État russe a 1000 ans, à travers toutes sortes de métamorphoses, évidemment. Mais c'est le même État russe, à travers les soviets, à travers le tsar, les soviets, et maintenant. Il a 1000 ans. Il est périodiquement pénétré par les mafias, périodiquement purgé. La dernière grosse opération mafieuse, c'est effectivement sous Helsinki, où ça bradait tout. Pendant toutes les années 90, il y avait une réaction tchéquiste qui se faisait entendre. Je veux dire, moi, à la fin des années 90, je vivais à Moscou. Et je travaillais d'ailleurs dans un journal anglophone. Et on le sentait bien. Et on avait des rapports avec des anciens tchéquistes qui nous disaient « Mais non, mais attendez un peu, ça va changer, etc. » Ce qui s'est passé, c'est que les guerres criminelles des années 90, parce que dans les années 90, en Russie, c'est le délire. Hein. Ils se massacraient à la mitrailleuse sur la place de la mairie. Et les policiers se cachaient. Ça a qu'un temps. C'est comme les guerres de la prohibition. Puis à un moment, il y en a un qui survit. Les tchéquistes, les poutiniens et autres, ils sont appuyés sur ceux qui avaient survécu. Les parrains qui sont là, mais qui ont commencé à légaliser leurs affaires. Ils ont plus besoin d'avocats, agents immobiliers et tout ça que de porte-flingues. L'Ukraine n'a pas connu ça du tout. Ça s'est jamais stabilisé. C'est toujours resté les années 90 là-bas. C'est un petit peu ça la différence que je veux dire. Sinon, les mêmes fautes systémiques se retrouvent d'un côté et de l'autre, et même en Biélorussie, parce que c'est le même système fondamentalement. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait vraiment de différence. Moi, j'étais dans la région dans l'Oural, et dans une région particulière, et c'était le 3e gouverneur qui partait en tôle de suite. Et à chaque fois, c'est Monsieur Propre qui arrive. Hein. Je dis, il lave plus blanc que tout le monde, lui. La différence ici, c'est qu'ils font pas de prison, par contre. Ouais, mais c'est ce qui se passe aussi. C'est ce que remarquait une de mes sources ukrainiennes, dont je parle à la fin, qui s'appelle, oh là là, j'ai oublié son nom, Ishenko, je crois. Il disait, en Ukraine, ils vont très rarement en prison. Ah oui, aussi. Ils sont limogés, ils sont écartés, mais c'est très rare qu'ils aillent en prison. Et il citait le bureau anticorruption ukrainien, qui disait pendant toutes les années Poroshenko, donc ça fait quand même 5 ans, ils en ont mis 2 en prison. Quand on sait ce que c'est l'Ukraine, c'est complètement hallucinant. J'ai une autre question, vous en parlez pas vraiment dans le livre, mais étant donné que vous connaissez un peu l'Ukraine, il y a aussi toute une partie de la pègre qui vient directement d'Israël.
où il y a du trafic, de la prostitution, trafic des femmes, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, dont on pourrait parler ici aujourd'hui? Bah écoutez, je vais citer un exemple qui est dans le livre. J'avais interviewé Vadim Rabinovitch, oligarque qui avait les 3 nationalités, israélienne, chypriote et ukrainienne. Qui était notamment président de l'Union des Juifs d'Ukraine, c'est ça? Oui, il était président de l'Union des Juifs d'Ukraine et propriétaire à cette époque-là du club de football Dynamo. Dynamo à Kiev. Donc, et qui était un magnat de la presse, qui avait des journaux non seulement en Ukraine, mais aussi en Hollande, en Angleterre et aux États-Unis. Et puis j'ai appris 1 an plus tard, à New York, avec mes amis journalistes russes, qu'il était interdit de séjour, interdit d'entrée aux États-Unis, parce que il était dans un trafic d'armes avec les talibans, et il avait trafiqué des armes en direction des talibans. Le mec, quand je l'ai interviewé, il était pro-OTAN, pro-UE, pro-guerre en Irak. Et le trafic d'armes était en liaison avec la pègre russe, était passé par le Pakistan, et c'était pas des cure-dents qui leur vendaient, c'était des tanks, les anciens tanks de l'armée soviétique. Et là, et donc voilà, je n'ai pas de scoop à faire sur la pègre israélienne en Ukraine, mais enfin, Kolomoïski, qui est quand même un gros mafieux aussi, qui est le papa de Zelensky, qui est l'oligarque qui était le propriétaire des studios de télévision où on a fabriqué Zelensky, lui aussi, il a la nationalité ukrainienne et il est soupçonné de tout ce qu'on veut. Il a donc, encore un épisode du livre, il a voulu prendre en 2015, j'étais à Kiev, il a voulu prendre le siège de Transnaft, qui était la plus grosse entreprise de pipeline d'Ukraine. Parce que Poroshenko avait nommé un directeur qui ne lui plaisait pas. Donc il a dit c'est une manœuvre de diversion russe. Et il est monté avec les volontaires du bataillon de Dniepr, je crois, parce qu'il entretenait Dniepr et Azov à l'époque, pour plusieurs millions de dollars par mois chaque bataillon. Vous dire qu'il avait les moyens. Et il a dit je déjoue une opération de diversion russe. Je libère. Oui. Et 2 jours après, il est convoqué à l'ambassade américaine. Et il ressort tout gentil. Il dit oui, finalement, il y a conflit d'intérêts, je m'en suis rendu compte, tout va bien. Entre mes activités d'homme d'affaires et mes activités de haut fonctionnaire, donc je signe ma démission, il avait signé à la télé. Il avait subi une séquence d'humiliation publique par les journalistes, parce qu'il avait insulté les journalistes à la sortie de Transnaft. Et il avait disparu un peu des périscopes pendant quelques temps. Et c'est lui qui finance la carrière de Zelensky à travers ses studios de télévision. Et 5 ans plus tard, Zelensky bat Poroshenko. Donc, qui c'est dans l'ombre qui se frotte les mains? Kolomoïski. Et Kolomoïski, quand il avait été élu au gouverneur de Dniepropetrovsk, qui est quand même une région industrielle de l'Est de l'Ukraine, du Sud-Est, on lui avait dit, mais normalement, quand on a la double nationalité, dans la Constitution, on n'a pas le droit d'avoir un poste de haut fonctionnaire. Et donc lui, il a répondu, mais moi j'en ai 3. J'allais y venir à cette anecdote qui est assez drôle. Chypriote, israélienne et ukrainienne. C'est pas marqué. Donc c'est pour vous dire l'impudence totale de ce genre de personnage. Et dans quel monde on vit dans le pouvoir politique en Ukraine, quoi. Pouvoir politico-oligarchique. Mais pour en revenir à ce que disait Lamine sur le trafic, on entend beaucoup maintenant, surtout avec tout ce qu'on entend sur le trafic d'enfants et la pédocriminalité de réseau, on entend souvent dire que l'Ukraine est la plaque tournante maintenant de toutes ces choses-là. Est-ce que vous, sur place, est-ce que vous avez vu des choses? Est-ce que vous avez eu des témoignages de tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment, au niveau du trafic de l'être humain et de l'enfant en particulier, quelque chose de très fort en Ukraine? Ça vous paraît logique? Ou est-ce que vous avez entendu des choses à ce propos? Oui, totalement. On sait depuis la guerre du Kosovo
que la pègre albanaise, enfin la pègre ukrainienne fournit des nanas à la pègre albanaise. Ici à Bruxelles, la pègre albanaise qui contrôle la gare du Nord, disons, c'est les Ukrainiennes qui leur sont fournies, qui passent souvent par l'Albanie ou le Kosovo. Donc, je suis pas du tout étonné. À la fin des années, au début des années 2000, il y avait un caïd de Kiev qui avait été envoyé par un autre super grand caïd, Mogilevich. Le caïd de Kiev en question, qui avait été envoyé à Budapest, s'appelait le Crâne, pour des raisons qui tombent sous le sens. Et en fait, il avait été menacé à Kiev dans une Xème guerre des gangs. Et en fait, il s'était réhabilité avec un super caïd, Mogilevich, parce qu'il il avait fait la guerre aux Albanais pour la prostitution et le trafic de drogue. Et donc, ces fameuses Ukrainiennes dont la pègre ukrainienne voulait s'occuper elle-même. C'est ça que je peux vous dire. Je sais pas plus de détails. Enfin, ça, c'est de notoriété publique. Et maintenant, enfin, sauf si vous avez des choses à ajouter sur le livre, sinon on pourrait passer à... Oui, on peut. Enfin, moi, j'avais une question, mais justement, ça n'a plus à voir avec le livre, puis c'est arrivé après. J'aurais bien voulu avoir votre interprétation de ce qui s'est passé avec Wagner. Comment vous voyez cette affaire-là? Alors là, je suis vraiment pas compétent, mais si vous voulez, ça me paraît logique qu'il y ait des rivalités entre une grosse bureaucratie comme l'armée russe et des groupes indépendants plus ou moins incontrôlables comme les sociétés militaires privées. Je pense que les systèmes anglo-américains sont beaucoup plus adaptés à l'utilisation de sociétés militaires privées que le système étatique russe, où ça va forcément créer d'énormes rivalités et des luttes d'influence. Vu l'importance... et d'ailleurs, vous avez vu que ça s'est résolu d'une façon relativement bénigne, quand même. Et c'est pas un hasard, parce que on parle que de Wagner, mais il y a beaucoup d'autres sociétés militaires privées russes. Mais Wagner, bon, c'est pareil, c'est dans le système médiatique, c'est les méchants, quoi. Le diable. Il y en a d'autres. Bon, c'est quand même elles qui ont fait à peu près tout le boulot en Syrie et qui ont fait le boulot en Afrique, en Centrafrique, etc. Je me permets de faire une petite digression. Ce que je disais sur le mécontentement populaire, je crois qu'on pourrait en trouver une illustration dans ce qui se passe en ce moment au Niger. C'est-à-dire que les Russes sont peut-être quelque part à la manœuvre, quoique le Cornu ait dit qu'il ne voyait pas Wagner, mais ça peut être d'autres. Ils sont peut-être à la manœuvre, mais ils ne sont pas à la manœuvre pour rien. C'est parce que les gens sur place, ils en auront la casquette. Ouais, c'est très juste. C'est toujours, de toute façon, oui, une colère populaire dont certains services secrets vont profiter. Mais... Évidemment. Et c'est leur boulot. C'est la règle numéro 1 du bouquin, on le rappelle. Et justement, là, on voit, la dernière fois que j'ai vu Zelensky, ça se voit, il n'est pas bien. Qu'est-ce qui va en devenir de Zelensky? Qu'est-ce qui va devenir de l'Ukraine? Est-ce que vous avez peut-être une idée? Qu'est-ce que vous pensez? C'est peut-être une opinion que je vous demande, mais qu'est-ce qui se passera dans les années à venir? Moi, j'ai entendu parler d'un certain Yermak qui pourrait remplacer Zelensky. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Écoutez, de toute façon, c'est lui qui a le pouvoir, puisque c'est lui son chef de cabinet. L'autre, il est tout le temps en train de faire le zouave aux quatre coins du monde, et il a une fonction de porte-parole, en réalité. C'est une marionnette. Moi, je ne lui prédirais pas un bel avenir à Zelensky, parce que il a des grosses casseroles, quoi. Et si la contre-offensive ne parvient pas à d'autres résultats que ceux qu'elle obtient en ce moment, l'Ukraine a perdu la guerre. C'est simple. Et donc, forcément, on laissera un abcès de fixation quelque part, là où les Russes se seront arrêtés, parce que c'est la technique occidentale. Et à ce moment-là, Zelensky, il saute.
Alors, est-ce qu'il aura un exil doré à Londres ou ailleurs? Ça, je ne sais pas. De toute façon, y compris en Ukraine, en ce moment, il n'est pas trop aimé. Hein. Donc, lui, je lui prédis pas un bel avenir. D'un autre côté, je ne sais pas si vous avez vu que les projets polonais d'occupation de l'ouest de l'Ukraine se précisent. C'est de plus en plus évident. Donc, le scénario d'une espèce de centre au Kiev et autour de Kiev se précise, ce sera ça à l'Ukraine. Le reste, ce sera la Fédération russe et l'Occident. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas d'autres issues possibles et je ne vois pas de victoire ukrainienne possible non plus. À moins qu'on envoie la bombe, quoi. Et une question, et la population ukrainienne dans tout ça, est-ce qu'on peut s'attendre à un départ massif des Ukrainiens vers l'Europe ou la Russie? Il est déjà là, le départ massif des Ukrainiens. Moi, je peux vous dire, ici à Bruxelles, j'en connais, j'en vois plein, j'en ai aidé un certain nombre de fois. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet-là. C'est que je suis allé dans une banlieue résidentielle de Kiev, avec une femme et ses 2 filles pour les aider à avoir un logement. Et moi, j'ai pas de parti pris, donc je m'en fous. Et je servais d'interprète russe. Et le bobo de service de la mairie, quand il a vu que je parlais russe, j'étais devenu un agent de Poutine, quoi, pour lui. Vous dire à quel point l'idéologie, ça rend con. C'est-à-dire que les experts, en plus, sont payés à mesure de leur incompétence. Hein. Moins ils en savent, mieux ça vaut. Mieux ça vaut pour eux, d'ailleurs. Oui, Ouais, dans tous les domaines, pardon. Hein. J'aurais peut-être juste une petite dernière question, notamment parce qu'on en a parlé au début, Ouais. à quel point les médias étaient nuls, pourris, que ce qu'ils racontaient était mauvais, mais on a vu certains personnages, je pense à Anne Bonnel, je pense à Xavier Moreau ou autres, qui semblent sortir une analyse qui ne va pas dans le sens des médias. Est-ce que ces gens sont des gens qu'on peut suivre? Est-ce que vous avez des conseils sur les médias à suivre, justement, pour avoir Écoutez, je sais pas, moi, quand je faisais de l'intelligence économique, je regardais la propagande ukrainienne, je regardais la propagande russe, je regardais la propagande américaine. Et puis, si il y avait 2 fois la même information, je considérais qu'elle était juste. S'il y avait 3 fois la même information, elle était encore plus juste. J'avais des sources à Moscou, à Kiev et à New York. Les sources à Moscou, c'était notamment mon ami Edouard Limonov, qui lui était férocement nationaliste russe. Voilà, donc chez Xavier Moreau, que j'apprécie d'ailleurs, qui est un mec assez intelligent, lui, malgré tout, quoi qu'il en dise, il profite du système russe. Donc, il y a une part des choses qu'il dit dont il faut se méfier. Ce que je conseille, et autres d'ailleurs, mais ce que je conseillerais, c'est d'employer la méthode qu'on emploie quand on est analyste vraiment. C'est-à-dire chercher l'information, la recouper, la vérifier, la comparer. Quand on me dit qu'il n'y a pas de trafic d'armes de la part des Ukrainiens en ce moment, moi j'ai été présent à une réunion des responsables de l'armement qui ont failli se faire lyncher par les patriotes ukrainiens parce qu'ils continuaient à vendre des tanks aux Africains pendant la première guerre du Donbass en 2014. Donc je sais bien que ça se passe. Je sais bien qu'ils revendent les armes là où ils veulent. Et ça, c'est juste comparer. Je compare le passé. Et il y a une nouvelle information. Oui, mais elle colle avec celle que j'avais déjà. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est de regarder tout ça et de recouper, vérifier, comparer. C'est un travail très simple que plus personne ne fait. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Je rappelle à nos auditeurs qu'il faut aller lire Thierry Marignac. Le nom du livre, c'est La guerre avant la guerre, chronique ukrainienne, qui est paru chez les éditions Confident. Et qu'on peut retrouver chez notre partenaire libraire, donc à savoir la librairie Maupassant à Jette, qui est fournie en ce livre. Donc n'hésitez pas à vous le procurer chez notre partenaire libraire à Jette.
très, très juste. Je voulais mentionner juste pour le plaisir un titre que j'aime beaucoup, que je vais lire. La simplicité, c'est génial. Donc Thierry Marignac a aussi écrit un livre qui s'appelle Le pays où la mort est moins chère. C'était Paris, hein, c'était la France, c'était en l'occurrence. C'était un peu partout, c'était un recueil de nouvelles. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, il y a une citation, on va finir là-dessus, après on arrête, dans le livre qui est très sympathique, qui pourrait justement correspondre au style de Thierry Marignac. C'est une citation de Tchekhov qui dit que la concision est la sœur du talent. Et ben voilà, je pense que c'est parfait pour conclure. Merci Thierry. J'en prie. Et chers auditeurs, à très bientôt Merci pour une à vous. prochaine.